Cette vidéo est sponsorisée par vous. En rejoignant mon Patreon, vous permettez à la chaîne de continuer et de mieux se développer. Vous pourrez voir le prochain Fermez-la en avance, vous aurez accès à mon Discord exclusif où je partage des infos sur le déroulement du prochain Fermez-la et où je montre des extraits tout frais quand j'ai réussi à finir le montage. Et vous pourrez même choisir un prochain jeu que nous testerons sur ma chaîne Twitch où on rigole bien sur quelques jeux que je découvre et où on passe d'autres moments rigolos dans le style chaque mercredi. Ou même un film dont nous parlerons dans le vidéo club virtuel avec des potes un samedi sur deux, aussi sur Twitch 21h. Merci à vous et bonne vidéo. Bonjour à tous, on est en mars. C'est pas normal que j'ai autant traîné pour faire ces top et flop. D'accord que les mentions Nora m'ont demandé beaucoup de temps, mais là, waouh. Ouais, je vais pas vous mentir, il y a un petit peu de fatigue. Je ralentis de plus en plus dans le montage de mes vidéos, et c'est du côté de Fermez-la, ça aide pas beaucoup. Et c'est un petit peu chiant parce que faut que je paye mon loyer quand même. Mais bon, bref, je m'excuse pour le retard qu'ont pris ces vidéos, mais voilà, on va enfin en finir avec le flop. Voilà, et enfin, je pourrai retourner sur Fermez-la parce que putain, en plus j'ai du boulot avec tout ce qui s'enchaîne ces temps-ci. Donc, vu que là, on va parler de mauvais films, est-ce que je suis toujours d'avis pour dire que on s'en sort pas si mal que ça en 2025? Eh bien, en fait, oui. Parce que je vais même dire, même les mauvais films qu'on a eu cette année sont meilleurs que les mauvais films qu'on a eu les années précédentes. Bon, il y a des films que je déteste, bien sûr, mais voilà, c'est tellement un petit peu inégal en termes de mauvaise qualité cette année que non seulement j'ai galéré à finir ce flop, hein, voilà, j'ai galéré à en trouver 15 qui pourraient rentrer dedans, il y en a très peu qui ont été dégagés contrairement au top, mais aussi j'ai galéré à trouver une certaine logique à comment je classais tous ces films, parce que, je vais le dire, le numéro 1 de ce flop, c'est pas un film que je déteste le numéro 2 plus que le premier, c'est très bizarre. Je pense surtout que, inconsciemment, j'ai fait une espèce de classement selon le ratio incompétence claire et à quel point c'est pardonnable. Et je pense que c'est ça, ouais. Ceux qui ont le moins d'excuses pour être aussi nuls, voilà, ils sont au top du flop. Là où ceux, je peux un petit peu comprendre ce qui s'est passé, voilà, ils sont tout en bas. C'est pas très cohérent et même moi je comprends pas tout, mais voilà, j'ai fait au mieux avec les 15 films de ce flop, donc voilà. Vous attendez pas à quelque chose de très logique. Même d'un point de vue subjectif, voilà, encore une fois, le numéro 1, c'est pas le film que je déteste le plus de ce flop, mais voilà, quoi. Mais avant de commencer, il y a encore un film que j'ai oublié de mettre dans les mentions honorables, donc j'en profite pour en parler là. J'en ai pas parlé dans la vidéo précédente parce que je me disais, ouais, non, vaut mieux en parler là, c'est peut-être un peu plus approprié. Mac Walter. Film qui s'est fait défoncer par la critique pour être une comédie très lourde et vulgaire. Et ce film est David Goodenough en ce qui me concerne. Parce que je comprends totalement ceux qui trouvent le film lourd, parce qu'en effet, il est lourd, il va souvent dans le pipi caca, dans l'humour immature parce qu'il trouve rien d'autre de drôle à dire. Et de l'autre côté, voilà, les mecs, clairement, ils s'amusent, il y a clairement un timing comique qui est bien travaillé, et rien que pour la course-poursuite en bateau, je peux pas détester ce film. Là, c'était vraiment la super idée de parodie de film qu'il fallait faire dans ce genre de film. Je dis pas que toutes les blagues fonctionnent, il y en a qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui, oui, en effet, sont un petit peu lourdes, surtout quand ça va dans le pipi caca, mais voilà, je veux pas bouder mon plaisir. Il reste quand même dans le David Goodenough parce que, voilà, quoi, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, et surtout, on n'est pas en manque à ce point de parodie, de devoir se contenter de ça. Je veux dire, ce film est sorti la même année que Y a-t-il un flic, quoi, ça va, on peut survivre. On est déjà à un truc supérieur, hein, ça va. Cela étant dit, nous allons enfin passer au vif du sujet avec le numéro 15 de ce flop, Atoman, le film de l'artiste. Et ça, c'est typiquement le genre de film que je peux pas détester. Parce que oui, ce film est incroyablement incompétent. Pas seulement en termes d'effets spéciaux, parce que voilà, on se doute avec ce genre de production, ça va être compliqué, mais aussi parce que la balance des blancs et le réglage par rapport à la lumière naturelle quand ils tournent dans des décors naturels est catastrophique. Genre vraiment, t'as des plans où ils passent dans la lumière du soleil et c'est grillé, les mecs. Tu as des tas de scènes où tu vois le micro, ce qui est quand même, voilà, c'est un exemple parfait de à quel point ton film il est raté, quoi. Le scénario est ultra cliché et les acteurs sont pas mal mauvais, en particulier Samina Seri qui est nul à chier. C'est bizarre parce que Samina Seri qui joue un méchant, tu pourrais te dire ça peut être pas mal, oui, mais t'oublies que Taxi et tout, c'était il y a plus de 20 ans, quoi. Donc, et en plus, il a fait de la tôle, le mec, donc il a perdu beaucoup d'énergie en vieillissant. Et du coup, quand il revient dans un rôle où il essaye de jouer un méchant un petit peu caractériel et charismatique, bah il est jamais crédible une seule seconde, t'as l'impression de voir ton papy en train de te menacer. Mais cela dit, je peux pas détester ce film parce qu'il est sincère, il croit en son truc. Parce que le mec, il voulait faire un super-héros marocain pour la représentation et pour les besoins de la communauté, ce qui est une bonne intention en soi, hein, ça a bien marché pour d'autres super-héros comme le Spider-Man de Miles Morales ou à la nouvelle Miss Marvel, voilà, ça a fait ses preuves cette technique-là. Le problème c'est que il perd peut-être beaucoup trop de temps
à mettre en place le lore autour de Atoman et de la méchante corporation qui bosse avec des gangsters pour dominer le monde et tout. Et du coup que finalement, des quelques scènes qui parlent un petit peu de l'aspect communautaire du super-héros, ben c'est que 2 scènes, même pas. Et 2 scènes qui sont dans le 3e acte, genre on est à 10 minutes du combat final quoi. Et c'est dommage parce que du coup s'il s'était concentré là-dessus, bah du coup il aurait pas eu à s'embêter avec la partie où il prend au sérieux la mythologie de Atoman, il aurait pu juste vraiment se concentrer là-dessus. Je veux dire, c'est un truc que Meteor Man avait réussi il y a 30 ans, donc ouais, c'est faisable quoi, même si t'as pas beaucoup de budget. Et même dire, te concentrer plus là-dessus que sur la partie épique, ça aurait peut-être été mieux pour ton film. Mais bon, voilà, clairement, il aime le cinéma de super-héros, il aime la partie où on explore cette mythologie antique, ou la partie où on voit les méchants conquérir petit à petit en faisant des larcins et tout. Il voulait avoir ces méchants stéréotypés à la Joker et à Lex Luthor, et là-dessus, ouais, ok, je vois ce que tu as voulu faire, donc pareil, je comprends un petit peu l'échec pour le coup. Et c'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut que numéro 15, parce que d'accord, il est incompétent, mais il est attachant. Il est sincère, et ça, c'est un truc que je peux pas lui reprocher. En numéro 14, nous avons Sneak, en parlant de films qui partait d'une bonne intention, voilà, d'un basketteur qui voulait produire un film sur la culture des baskets, qui a l'air d'être une culture assez importante pour les Noirs américains, surtout urbains et passionnés de basket. Le problème, c'est que là où le film qui est sorti cette année, GOAT, a une meilleure proposition pour justement mettre en avant cette culture et une meilleure exécution en général, celui-là, il a rien trouvé de mieux que de faire Toy Story avec des baskets. Et encore, c'est un pas un bon plagiat de Toy Story. Genre ça a le même scénario que Toy Story 2, voilà, c'est une paire de baskets qui se fait voler par un collectionneur qui espère compléter son espèce de ultime collection, je sais pas quoi là. Seulement il embarque qu'une seule des 2 baskets, donc du coup l'autre basket doit voyager à travers la ville pour essayer de retrouver sa sœur là. Et il faut se faire ça au plus vite parce que le propriétaire de ces baskets doit jouer un match important, il a besoin absolument de ces baskets là. Et du coup tu te poses des tas de questions sur cet univers, genre ok, donc les baskets sont vivantes, ce qui est encore plus bizarre que les jouets sont vivants. Et attends, non, c'est pas juste les baskets, c'est les chaussures en général. Donc attends, ça veut dire qu'on a tous des êtres vivants dans nos chaussures. Et aussi, pourquoi ces baskets spécifiquement l'aideraient à mieux gagner qu'une autre paire de baskets? Surtout que c'est des baskets plus de collection qui sont pas vraiment faits pour être portés mais pour être exposés finalement. Et aussi, l'autre point où ils deviennent complètement tarés, c'est qu'il y a un autre méchant secret, une espèce de méchant de Miraculous là, avec un design, avec des espèces de pinces en robot et tout de partout, qui volent de vraies baskets pour manufacturer des fausses baskets. Donc c'est un super vilain faussaire de baskets. Qu'est-ce qui se passe là? Ça plus le fait que c'est encore un de ces films d'animation qui abuse du star talent pour faire les voix, donc du coup tout le monde joue mal, y compris les acteurs qui pourtant ont l'habitude. Je veux dire, il y a Keith David, et même Keith David, tu sens qu'il est pas à fond dans le jeu. C'est pas spécialement drôle, l'animation est pas spécialement bien. Je veux dire, pour les baskets, ouais, c'est un petit peu vite limité à du Cars-like, ou le fait que, oh voilà, t'as juste pris un objet à la con, t'as juste mis 2 yeux, boum, c'est bon, là. Mais la partie sur les humains, ils sont encore plus moches. Il y a des espèces de rédemption et de réconciliation vers la fin qui sont pas très intéressantes parce que c'est souvent entre personnages qui n'ont pas vraiment une interaction entre eux. C'est juste... mais voilà, c'est très oubliable comme film d'animation, quoi. Le seul truc de bien que je peux dire à propos de ce film, c'est peut-être certaines chansons, et aussi le fait que un film aussi médiocre et oubliable se retrouve dans mon flop, c'est plutôt rassurant, parce que ça montre encore une fois qu'on n'a pas eu une si mauvaise année que ça, quoi, tu vois. Numéro 13, Five Nights at Freddy's 2. Alors, j'avoue, à la base, il était pas prévu pour être dans le flop, tu vois, parce que je m'en fous complètement de Five Nights at Freddy's. J'aime pas cette série de jeux vidéo. J'ai jamais joué, je suis pas intéressé. Chaque fois que je vois des gameplays, je me dis ça va être chiant comme pas possible. Je vais jamais y toucher à ces trucs de merde. Toutes mes excuses aux fans de Five Nights at Freddy's qui aiment ces jeux et qui aiment le lore. Ce qui est... j'ai un petit peu de la peine pour vous d'aimer le lore de Five Nights at Freddy's parce que de ce qu'on m'a expliqué, il y a un retcon à chaque épisode parce que le créateur il fait nimp à chaque fois, mais bon bref. Donc du coup quand j'ai regardé le premier film, j'étais genre ouais, ça existe je suppose. Et quand j'ai regardé le 2, j'étais genre ouais bah c'est pas ouf hein, mais bon je m'en fous un petit peu. Et puis j'ai commencé à discuter avec un pote à propos de ce film et c'est en lui résumant tout ce qui se passait et tout ce que j'avais remarqué à propos de ce film que je me suis rendu compte ah oui, en fait, il est nul à chier, quoi. Donc voilà, je suis très apathique sur la licence Five Nights at Freddy's. Donc du coup, la première fois que je l'ai vu, j'étais osef. Mais en y repensant, j'étais genre, ah oui, mais en fait, il est vraiment mal foutu jusqu'au bout. Genre déjà, ok, vous faites un film d'horreur sur des animatroniques qui s'en prennent à des gosses. Du coup, pourquoi c'est pas sanglant?
Juste ça, tu vois. C'est banalisé maintenant les films d'horreur gore de nos jours. C'est pas au niveau de Saw où c'était des tortures porn et tout, quoi. Non, 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 maintenant on a réussi à trouver le bon équilibre entre le gore justifié et tout. Donc du coup, pourquoi vous osez à peine faire du gore dans ces films-là? Parce que vous pensez vous adresser à des gosses? Genre vraiment? Même si vous adressez à des gosses qui jouaient à Five Nights at Freddy's, bah les gars, je suis désolé de vous dire, mais les jeunes qui jouaient à Five Nights at Freddy's, maintenant ils sont adultes, ils peuvent regarder des films gore. Je crois même qu'ils veulent regarder des films gore maintenant. Ce qui fait que ce film, il ressemble plus à un mauvais épisode de Chair de Poule finalement. Les personnages sont particulièrement cons, en particulier la gamine qui a aucun problème à être amie avec ces robots tueurs. D'accord qu'elle voit qu'il y a de vrais enfants en eux, mais au bout d'un moment, quand le robot commence à faire des jeux de mots sur le fait qu'il va découper la tête d'un de ses profs, faut quand même réagir, ma meuf. Et aussi, la fille de Matthew Lillard, voilà, qui revient dans celui-là et qui commençait à avoir une vraie relation amoureuse avec le héros principal. Le mec qui était dans le Hunger Games, hein, je retiens pas les noms, hein. Je vous l'ai dit, je suis apathique de cette licence. Genre, elle commence à se rappeler que, ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi mon ancien ami qui a aussi été tué par ces machins trucs et qui est devenu une espèce de super démon qui veut tuer tous les adultes parce que quand elle a été tuée, quand elle était gosse, elle blâmait les adultes qui l'ont pas aidé, ce qui est un petit peu facile. Je pense qu'il faut surtout blâmer l'adulte qui t'a tué et les robots qui t'ont tué, mais ok, hein. Et du coup, elle se souvient que ce truc existe, donc elle va dans un autre restaurant de ce truc d'animatronique de pizza qui est apparemment hanté aussi, hein. Comment il a réussi à faire une chaîne, ce con-là. Où se trouve cet esprit qui... Ok, alors... Je pense que certains fans vont détester le fait que cette créature qui était censée être une marionnette dans les jeux et dans la mythologie et tout, finit par devenir juste des gens normaux qui se maquillent un petit peu la tête pour ressembler au personnage et c'est tout, quoi. Ça, j'avoue, c'est un petit peu lame. On est là un petit peu pour voir les marionnettes et les animatroniques tuer des trucs et on se retrouve avec une personne avec un maquillage moche, quoi. C'est vrai que c'est con, ça. Bon, enfin, cet esprit s'est déjà réveillé et commence déjà à préparer son plan pour manipuler tout le monde pour ainsi faire tuer les adultes. Affrontement, moment de peur, ils arrivent à sauver autant d'adultes qu'ils peuvent et tout. Son copain lui dit attends, mais pourquoi tu m'as pas parlé de tout ça, c'est un petit peu important. Bref, d'abord on s'occupe de ça et après on parlera de ça. Une fois ça réglé et qu'ils ont littéralement envoyé les gosses qui étaient enfermés dans ces animatroniques de merde au paradis, donc je suppose qu'il va pas y avoir de Five Nights at Freddy's 3 vu qu'ils sont tous au paradis maintenant. Et qu'ils ont apparemment réussi à vaincre cet esprit en faisant un combat d'esprit je sais pas quoi. Et une fois que ça c'est réglé, le copain décide ah bah j'ai pris ma décision, je t'en veux finalement d'avoir menti. Quoi, mais on vient de s'entraîner et tout pour sauver la situation, tu as vu que j'étais sincère, t'as vu mes raisons d'avoir menti sur tout le truc. Non non mais je t'en veux quand même, va te faire foutre. Et du coup la meuf, elle se retrouve seule dans cette maison abandonnée, complètement apeurée, et c'est à ce moment-là que l'esprit maléfique qui combattait durant tout ce film prend possession d'elle, et bravo connard, tu viens de créer le méchant pour la suite. Donc tout ce qui va mal se passer dans la suite, c'est à cause de toi, connard. Ouais, c'est complètement con la façon dont ils ont sûr à 100% qu'ils vont avoir un troisième film et qu'ils forcent pour avoir un nouvel enjeu dans celui-là. Et je parle même pas de la scène post-générique qui a l'air de suggérer que Matthew Lillard va ressusciter en un scène animatronique ou une connerie comme ça. Je sais pas s'ils vont faire un troisième, probablement parce que ces films ont pas l'air de coûter très cher. Oh, et ils ont fait revenir l'avocat du premier film. Vous vous souvenez de l'avocat du premier film, le seul qui avait une scène un petit peu rigolote? Eh bien, il revient pour une scène où il a juste à dire « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un avocat. » Ouais, donc vous l'avez même pas fait revenir pour développer son personnage, pour faire des trucs drôles avec lui, juste pour lui faire dire qu'il est avocat. Hein? Donc ouais, en y repensant, ouais, c'est vrai qu'il était très mal fait ce film, donc du coup, ouais, flop. Et de ce que j'ai compris, les fans de Five Nights at Freddy's, ils détestent encore plus ce film, donc voilà quoi. Il y aura au moins un truc où je pourrais m'accorder avec les fans de Five Nights at Freddy's, le 2 est nul à chier. En numéro 12, nous avons le remake Disney de Lilo et Stitch. Ouais, beaucoup ont défoncé ce film, juste titre. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai laissé tomber de faire enfermer là sur ce film, parce que j'avais prévu un moment, mais quand j'ai vu que tout le monde défonçait déjà ce film pour les raisons qui me gênent, ouais, donc c'est bon, j'ai pas besoin de le dire finalement ce qui va pas. Genre le fait de faire de Jumba le méchant de cette version là, c'est ouais, c'est complètement gâché toutes les thématiques de Lilo et Stitch, parce que les mecs ils ont pas compris qu'en fait il y a un parallèle entre le vécu de Lilo et le vécu de Stitch. La relation entre Stitch et Jumba, c'est la même relation que Lilo et Nani. Ce sont deux personnes de la même famille
famille qui se disputent souvent sur ce qui est nécessaire de faire pour s'accommoder de la société dans laquelle ils sont et de calmer ce qui fait la bizarrerie du petit là, mais qu'ils apprennent à s'entraider pour finalement créer une nouvelle famille où ils vont pouvoir être libres d'être qui ils sont. Qui allait pas mal avec les thèmes LGBT que les gens aiment bien, surtout avec le personnage de le Cyclope, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Donc du coup en faire un antagoniste, ça confirme juste que ouais, arrêtez d'être bizarre. Dire ouais, c'est presque cohérent avec tous les remakes Disney qui essayent de rendre tous leurs personnages cultes conformistes. Vraiment virer Gantu, c'était une erreur parce que le fait que Gantu soit l'antagoniste, ça faisait que la véritable menace dans cette histoire, c'était pas Jumba ou quoi que ce soit, c'était vraiment l'autorité. L'autorité qui veut vraiment supprimer la bizarrerie de l'enfance, quoi. Que ce soit Gantu qui veut absolument arrêter Stitch, ou le gouvernement qui veut replacer Lilo pour qu'elle soit une fille plus normale. Et encore, supprimer Gantu, pourquoi pas, mais dans ce cas, assumez-le et faites de la présidente de la galaxie la vraie antagoniste de cette histoire-là, pas Jumba. Et ouais, la fin où Nani, après tous les enjeux pour essayer de garder la garde de Lilo, finit par dire « Ouais, non, finalement, je refile la garde de Lilo à quelqu'un d'autre. Comme ça, je vais pouvoir devenir une girl boss en faisant mes études dans une école américaine. » Surtout qu'elle est partie pour faire des études sur la faune aquatique, et j'ai envie de dire, il n'y a pas une école qui existe à Hawaï pour ça, justement. C'est pas plus pratique d'avoir une école à Hawaï, qui est une île entourée de faune aquatique beaucoup plus riche qu'aux États-Unis. D'accord que les Américains ont probablement des zoos ou des trucs comme ça, mais quand même, c'est pas plus logique de faire ça à Hawaï. Mais aussi, l'autre truc qui est chiant, c'est que ça me fait chier de le dire, mais c'était une erreur de prendre le réalisateur de Marcel le Coquillage. C'est quoi à dire? Parce que j'aime beaucoup Marcel le Coquillage, voilà, le réalisateur, il a montré qu'il était efficace, mais efficace dans quoi? Dans un faux documentaire avec des personnages en synthèse. Or, Lilo et Stitch, c'est pas un faux documentaire. À la limite, ça aurait été une meilleure proposition de cinéma, en fait, de faire un fan footage Lilo et Stitch, où Lilo filme Stitch ou quelque chose. Ça aurait été intéressant comme version moderne de Lilo et Stitch, de montrer un petit peu avec les écrans des enfants et tout. Mais non, c'est toujours une narration classique. Du coup, le découpage, la façon de filmer et tout, bah, ça fait documentaire et, bah, ça gâche pas mal le film, finalement, tu vois. Genre, suffit de comparer les introductions de Lilo dans les deux films, quoi. Dans le film original, voilà, tu commences juste sur Lilo qui sort de l'eau après avoir déposé un sandwich à un poisson, et tu la vois se dépêcher de courir à l'école alors qu'elle est toute mouillée, pendant qu'il y a un montage parallèle où on voit les élèves de sa classe en train de faire la danse, là, et tu comprends ce qui se passe, elle est en retard à cette danse, quoi. Et quand elle arrive et qu'elle est forcément toute mouillée, bah oui, ça fout le bordel, et tu sais pourquoi elle est toute mouillée, parce que tu l'as vu sortir de la plage tout à l'heure. Mais dans celui-là, on commence pareil avec Lilo qui dépose le sandwich au poisson, un plan qui est ironiquement plus cartoonesque que le dessin animé. Elle sort de l'eau, va sur la plage, va à l'hôtel qui est juste là, s'infiltre pour aller dans le jacuzzi, reprend son chemin, passe par un endroit où elle fait libérer des animaux dans un enclos, ou fait d'autres conneries, et là tout d'un coup elle regarde sa montre, je suis en retard! Et là elle court, et on commence à peine à faire le parallèle avec la classe qui commence la danse, là. Sauf qu'il commence même pas la danse, donc elle est pas si en retard que ça. Et non seulement c'est mal fait, c'est pas concentré du tout, et ça, encore une fois, c'est un reste de sa façon de faire quand il faisait le Marcel le Coquillage, parce que justement, le découpage aléatoire de moments du quotidien de la gamine pour la présenter, bah c'est très Marcel le Coquillage, justement. Sauf que là, ça marche pas dans ce passage-là, précisément. Ça pouvait peut-être marcher dans les montages musicaux, mais ça marche pas là, quoi. Et du coup, quand elle arrive à la danse, ben, comment ça se fait que t'es toujours mouillé après tout ce que t'as fait? D'accord que t'es allé à un jacuzzi au plein milieu, mais Et du coup, ce problème-là, il se retrouve tout le long du film. Vraiment, la façon de filmer se veut trop sur le vif, et ça gâche un petit peu l'ambiance du film. Le découpage, il est beaucoup trop comique et énergique, ce qui fait que beaucoup de scènes qui sont censées être calmes sont complètement gâchées. Et je parle même pas aussi de la décision artistique de merde de donner une apparence humaine à Jumba et l'autre Cyclope, là j'ai encore oublié son nom, là, qui est là juste parce que réalisme, alors que bah, vous avez complètement gâché le gag des aliens qui sont très nuls pour se déguiser, en fait, c'est dommage. Donc ouais, ça détruit la morale du film, la réalisation ne marche absolument pas. Le bon côté au moins, c'est que cette fois-ci, le créateur de Stitch se fait pas arnaquer, vu que bah grâce au contraste sur les voix des acteurs, bah il joue toujours Stitch, et du coup il a toujours son cachet. C'est juste que c'est dommage que du coup il participe à l'antithèse de son film, quoi. Donc ouais, ça me fait chier, mais ma vidéo sur la censure de Lilo et Stitch, je me doutais pas que j'avais raison à ce point. Je pensais pas que ça aurait été au point que oui, Nani, tu dois abandonner ta sœur au gouvernement, quoi. T'en fais pas, le gouvernement va refiler la garde à ta voisine, donc elle va toujours rester à Hawaï, t'en fais pas pour ça. Ouais, mais tu sais, ce problème il était réglé dans le premier film parce que Jumba et l'autre là, ils restaient pour aider Nani à élever Lilo et Stitch, quoi. Donc c'est un peu un problème que t'as créé toi-même là.
con de film. Même le propos anticolonialiste, ils l'ont complètement supprimé. C'est à croire qu'ils ont réellement compris les thématiques du premier Lilo et Stitch et qu'ils ont fait exprès d'épurer tout ça, quoi. Je veux dire, le gag du gros monsieur avec sa glace qui tombe tout le temps, le fait que c'était un blanc avec un bronzage dégueulasse, c'était un reste de la moquerie des touristes dans le premier Lilo et Stitch. Et dans celui-là, ils en ont fait un hawaïen, donc du coup, bah ça moque juste les gros, quoi. Faut surtout pas effleurer l'ego fragile des blancs, attention, hein. En autre positif, ouais, je suppose que la gamine qui joue Lilo se débrouille bien. La sœur qui joue Nani, ouais, encore une fois, je la trouve beaucoup trop jolie pour un personnage comme Nani, mais voilà, elle fait le café, je suppose. L'acteur qui joue Jumba, par contre, il est nul à chier, hein. Lui, vraiment, l'acteur, c'est un coup oui, un coup non, hein. Moi, je le trouvais pas si mal que ça en Joker dans Lego Batman, mais le reste du temps, ouais, j'ai du mal avec cet acteur. En numéro 11, Dracula à Love Story. Film que personne n'est allé voir parce que c'est un film de Luc Besson et on en a marre de Luc Besson, que ce soit pour la piètre qualité de ses derniers films ou parce que les gens en ont marre que ce pédophile ait toujours une carrière, ce qui se comprend totalement, hein. Je vous rassure, j'ai pas dépensé un sou pour regarder ce film. Et oui, c'est un mauvais film, c'est pour ça qu'il est dans le flop. Mais il est tellement drôle. Genre, il est en stade où il fait des nanars, le mec. Comme le titre l'indique et comme beaucoup le craignaient et le décrivaient, il essaye de rendre Dracula mignon et attachant comme figure romantique tragique. Chose que Francis Ford Coppola avait un petit peu fait dans son Dracula, mais il cachait jamais que c'était un monstre, en fait, dans celui-là. Tandis que celui-là, non, ouais, la pauvre victime, il voulait juste être avec sa copine et on devrait le laisser sortir avec des jeunes femmes qui sont 100 ans plus jeunes que lui. Ouais, Luc, je crois que tu t'identifies trop à ton personnage. Mais la façon dont il filme la romance entre les deux, genre la séquence d'ouverture où tu vois les deux en train de s'amuser, mais genre j'ai des flashbacks de la scène dans Commando où Schwarzenegger s'amuse avec sa fille, quoi. Non, vraiment, c'est ridicule à ce point. Ils font même le truc de je m'amuse avec de la glace et tout, là. Non, c'est ridicule, quoi. C'est kitsch. Il y a des scènes où le mec, il plagie honteusement des idées artistiques du film de Francis Ford Coppola et ils sont tous mal faits. En particulier, le Dracula grand-mère avec le chignon ridicule qui encore plus ridicule là parce que là le chignon il est tombant donc du coup il a même pas l'air bien fait, quoi. Les acteurs surjouent tous. Mention spéciale à Christophe Waltz qui s'en sort le mieux parce que grosso modo il joue son personnage de Inglourious Bastard mais s'il était prêtre et enquêteur surnaturel. Genre sa scène où il étudie la meuf vampire qui je suppose remplace Renfield dans cette version-là. Il y a juste une nana qui bosse pour Luc Besson. Oh, pardon, je veux dire pour Dracula. Et c'est assez marrant la scène de ok, alors nous allons étudier si elle est une vampire. En effet, elle a des dents longues, mais vous savez, ça veut rien dire. Ça peut être une malformation et tout. Ok, je vais ouvrir la fenêtre pour voir le soleil. Ok, donc elle aime pas du tout le soleil, mais vous savez, ça peut être une allergie au soleil et tout. On va essayer avec la croix. Ah oui, la croix là, par contre, oui, là c'est un peu difficile à nier. La croix a pris feu, donc ok. C'est juste rigolo la façon dont il joue ça, quoi. Et non, il joue pas vraiment Van Helsing, il joue un prêtre, voilà, qui est pas vraiment Van Helsing. De toute façon, Van Helsing, il est pas prêtre dans le bouquin ou dans les autres adaptations. C'est plus un chercheur qui, quelquefois, est appelé par le Vatican, mais ça s'arrête là. Et la partie du film où il fait son entretien avec un vampire, où il explique comment il a vécu après la mort de sa bien-aimée et comment il a vécu sa vie d'immortel et tout. Et c'est hilarant, ce passage-là. Genre, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est essayer de se suicider. Et comment il met ça en scène, et ben tu vois Dracula aller à la fenêtre, imiter le gamin dans Game of Thrones, là. Il tombe par terre, il remonte, il retente à se tuer, et il le fait une bonne dizaine de fois, et à côté, tu peux voir des gargouilles, parce que oui, dans son château de merde, les gargouilles sont vivantes, c'est niveau Bossu Notre-Dame, là. Et oui, putain, les gargouilles, quoi, c'est genre... Les gargouilles, c'est un drôle de mélange entre les gargouilles du Bossu Notre-Dame, des Gremlins et Black Widow, parce que littéralement t'as une scène, une espèce de climax où toutes les gargouilles combattent des soldats qui viennent aider pour sauver Nina à la fin du film et tout, et t'en as un qui fait une prise de karaté à la Black Widow, genre vous savez quand elle agrippe la tête de quelqu'un avec les jambes et tourne autour de lui, il fait pareil, quoi. On voit aussi que durant ces centaines d'années de voyage, il a littéralement inventé le parfum. Oui, le parfum de Jean-Baptiste Grenouille, vraiment, hein, il met quelques gouttes et boum, tout le monde est amoureux de lui. Et Luc Besson il montre ça de façon un petit peu rigolote et tout, mais bien sûr, comme Luc Besson, il comprend pas que... Mec, c'est un parfum GHB là qu'il a le mec. Pourquoi tu montres ça de façon rigolote? C'est encore pire dans la partie où il décide de sortir de son château pour aller récupérer Mina une fois qu'il a découvert que c'était la réincarnation de sa bien-aimée. Et du coup, le premier truc, c'est bon, je vais beaucoup voyager, donc il faut que je me fasse un bon repas. Donc il va dans le premier couvent qu'il a, il sort son parfum et toutes les femmes s'agrippent sur lui, mais ils sont en train de faire une pyramide et tout, mais c'est genre what the fuck, genre.
Dans un autre film avec un meilleur réalisateur, ça aurait peut-être été une image horrifique un petit peu intéressante, mais la façon dont c'est mise en scène et les figurantes qui sont tous au maximum de leur surjeu, là, tu peux pas t'empêcher de rigoler, c'est juste ridicule comme scène, quoi. Ça, plus le fait que, disons-le, c'est le rêve mouillé de Luc Besson, cette scène, il veut être à la place de Dracula, encore une fois. Donc ouais, ce film est encore plus drôle que Dracula 3D, et pourtant c'est le film où Dracula se transforme en menthe religieuse géante. Ce serait très malvenu de ma part de dire, vous devez voir ce film parce que, 1, c'est un très mauvais film, 2, je me doute que les gens veulent pas voir ce film tout simplement parce que ils ont pas envie de financer ou même donner de l'intérêt à Luc Besson. Donc je comprends totalement que vous vouliez pas le voir, mais ce film est trop con, c'est trop drôle. En numéro 10, un autre film qui m'a rendu pas mal apathique, Electric State, que beaucoup voient comme étant le gros échec de l'année de Netflix, voilà, parce que c'est un énorme budget qui a clairement pas eu le succès critique financier qu'ils espéraient. Bon, je pense qu'ils l'ont compensé avec le méga succès de K-Pop Demon Hunter, de Frankenstein et de d'autres trucs qu'ils ont sortis cette année, hein, bien sûr. Je sais que c'est tiré d'un bouquin qui avait une ambiance beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus apocalyptique, et que transformer ça en un film d'aventure familiale avec des robots rigolos, c'est complètement passé à côté du propos du truc, tu vois. Genre, tout le truc du bouquin, c'est de montrer qu'une société consumériste qui est très dans l'avancement technologique pour vendre des produits mercantiles et créer des mondes virtuels où tout le monde se sent mieux, t'avoues à l'autodestruction, et le film d'aventure montre juste, oh regarde, c'est rigolo, ces mascottes qui prennent vie, quoi. Ouais, c'est quasiment l'antithèse de ce qu'essayait de faire le bouquin, finalement. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de narration, quoi. De ce que j'ai compris, c'est surtout la présentation d'un monde avec des tas d'images lugubres de ce monde qui a pris fin, juste parce qu'il s'est laissé crever à petit feu. Donc il y avait même pas vraiment d'histoire à respecter, ils ont juste mis une histoire qui correspond pas du tout à l'univers mis en place. L'un critiquait le capitalisme et l'autre glorifie le capitalisme. Forcément, l'un les trucs ne vont pas avec l'autre. Ça, plus le fait que c'est probablement le plus mauvais film des frères Russo. Je comprends les critiques sur les frères Russo, surtout par rapport à la film Marvel, mais j'ai toujours trouvé que c'était des réalisateurs qui étaient un petit peu plus intéressants que d'autres faiseurs de chez Marvel, parce que eux, ils avaient quand même une certaine approche de la partie dramatique de leurs histoires, qu'ils arrivaient vraiment à donner beaucoup de matière à leurs acteurs. Genre, ils arrivaient à capter le drame de ces histoires et à vraiment à capter l'émotion. C'était ça pour tous les films Marvel qu'ils ont réalisés, mais c'était aussi ça pour Cherry, finalement. Là, je retrouve pas du tout ça. Genre, ils essayent de mettre un petit peu de drame, mais c'est vraiment du drame automatique, là, pour le coup. Du coup, t'es pas du tout touché. L'actrice principale, là, j'ai oublié son nom, l'actrice qui est dans Stranger Things, ouais, elle fait de son mieux, mais elle arrive pas vraiment à être un personnage vraiment attachant et vraiment touchant dans son drame. Alors que, pourtant, voilà, elle se retrouve quand même dans une histoire où elle a perdu son frère, sauf que son frère est toujours en vie, et elle doit faire ce long voyage pour l'euthanasier, c'est quand même horrible. Et Chris Pratt qui est juste Yann Solo, comic relief, chiant, qui est copain avec un petit robot rigolo, donc voilà, y a vraiment rien en termes de drame. La production design, ouais, techniquement elle est bien faite, mais au service de quoi finalement? La musique qui est présente, en plus je crois que c'est Alan Silvestri qui avait fait la musique de ce truc, non, c'est pas ça? Ouais, voilà, Alan Silvestri dont le talent est gâché dans ce film-là. L'action est pas particulièrement bien filmée, faut dire, les frères Russo, c'est un peu con à dire, mais c'est pas vraiment des réalisateurs de blockbusters, je sais que c'est bizarre de dire ça alors qu'ils ont fait beaucoup de films Marvel et qu'ils ont fait ce film-là, mais encore une fois, c'est plus des réalisateurs dramatiques finalement. Donc vraiment, faut vraiment leur donner un concept qui se concentre beaucoup sur l'humain, parce que sinon tu te fais chier, quoi. Ça et le fait que je crois qu'ils essayaient d'avoir une thématique sur la fin de l'esclavage qui... voilà, du mal à passer quand le propos anti-esclavage est tenu par un monsieur cacahuète. Le seul moment, si, attends, il y a un moment où il essayait de rajouter un petit peu de nuance à certains antagonistes avec une partie un petit peu dramatique, c'est une scène où Stanley Tucci il se recrée dans un monde virtuel, une simulation où il est avec sa mère ou un truc comme ça, et ça laissait suggérer des choses sur ce personnage, mais qui finalement va nulle part, quoi. En fait, j'ai un petit peu l'impression que ce film devait pas être réalisé par les frères Russo, qu'ils devaient juste produire, histoire de faire des placements avec leur argent Marvel pour qu'ils puissent soutenir des projets qui les intéressent eux, mais que finalement ils ont trouvé aucun réalisateur qui était disponible pour faire ça, donc du coup, vu qu'ils n'étaient pas encore occupés avec les prochains films Avengers qu'ils sont en train de faire, ils sont genre, ouais ok on va s'en occuper, mais juste pour cette fois, hein, et du coup c'est pour ça qu'ils sont un petit peu en mode automatique dans celui-là, ouais, pour le coup c'est vraiment film de commande. Je sais pas c'est quoi exactement la catastrophe industrielle qui s'est passée pour que ce film soit aussi chiant et fade, voilà, alors que le concept il a tout pour plaire, alors que le concept il aurait pu donner un truc génial, mais voilà, techniquement pas des mauvais ingrédients, mais tous au service d'une mauvaise recette, quoi. En numéro 9, nous avons Tron Ares. Alors j'ai beaucoup parlé de Tron Ares, j'ai fait un vlog sur ce film, donc je vais pas en parler longtemps. Je vais juste dire un truc que je me suis rendu compte que sur le montage de mon vlog sur Tron Ares, et que j'ai pas pensé à rajouter en voix au fond quoi, c'est
C'est quoi l'enjeu de ce film en fait? Dans le premier film, l'enjeu, voilà, c'est d'accord que c'est à la base, c'était surtout un mec qui voulait récupérer sa création, son jeu vidéo contre une grosse corporation, et qu'il découvrait que à l'échelle des programmes qui sont de véritables êtres vivants, c'est surtout un combat révolutionnaire contre une entité, une intelligence artificielle qui essaye de dominer le monde. Donc du coup, voilà, l'enjeu c'est le monde quoi. Dans Tron Legacy, c'est pareil, c'est une armée qui est enfermée dans ce monde virtuel qui se compose et qui a hâte de conquérir le monde pour rendre la société parfaite. Donc encore une fois, l'enjeu de ce film-là, c'est sauver le monde, mais celui-là, l'enjeu, c'est qui va avoir le brevet sur une technologie, parce que c'est même pas sauver le monde, tu vois, les bandes annonces te vendent le truc comme, ça y est, la guerre entre les deux mondes va commencer. Pas du tout, il y a pas de guerre, il y a juste un petit commando qui attaque la ville, mais juste pour kidnapper une meuf, pour pouvoir lui prendre le brevet sur cette technologie, quoi. Vraiment, l'enjeu principal, c'est ça, qui va se faire un max de thunes sur la création à partir du monde virtuel, quoi. Et c'est juste faible, quoi. En plus, les bandes annonces, elles ont menti, quoi, c'est pas du tout ça l'enjeu. Même le monde qui est présenté, je veux dire, dans les deux premiers Tron, voilà, le monde virtuel, c'est un monde gigantesque. Dans celui-là, c'est juste deux tours, voilà, deux tours de contrôle avec une grande rivière et un port au milieu, et ça s'arrête à ça, quoi. Dans les deux premiers films, tu voyais qu'il y avait un peuple dans ce monde-là, qui avait des différents enjeux, qui avait des modes de vie, qui avait des religions même, mais il y a même pas ça dans celui-là. Entre tous les ratages artistiques, le fait que c'est pas la bonne réalisation pour un film comme Tron Legacy, parce que finalement, il fait ressembler ce film à n'importe quel autre blockbuster, alors qu'on dira ce qu'on voudra, les deux premiers Tron, ils ne ressemblaient à aucun autre film de leur époque, ni même au film d'aujourd'hui. Le fait que Jared Leto est un très mauvais choix pour le rôle principal, quoi, et que honnêtement on aurait pu facilement le remplacer par un mec dont on montre jamais le visage, juste un mec casqué tout le long, quoi. Ça aurait été beaucoup plus intéressant comme approche. Le fait qu'ils avaient l'opportunité de faire revenir le réalisateur de Top Gun Maverick, qui sortait d'un immense succès au milliard de dollars, pour faire un troisième film Tron qui correspondait à la vision mise en place dans Tron Legacy, et tout le reste que j'ai déjà critiqué dans le vlog. Encore une fois, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, c'est un quelques trucs dont j'avais pas parlé, et que en y repensant, ça m'avait vraiment gâché le film. Vraiment, c'est le fait que l'enjeu il est zéro dans ce film-là. C'est à peine une petite guéguerre entre deux corporations, quoi. Et honnêtement, même dans le vrai monde, des guerres entre corporations, ça fait beaucoup plus de dégâts au monde, quoi. Numéro 8, Working Man. Probablement le film le plus décevant en ce qui me concerne. Parce que voilà, Jason Statham qui fait un nouveau film avec David Ayer, où il joue un mec badass qui travaille dans les chantiers. J'étais genre, putain, le mec il va nous refaire Beekeeper, trop bien, un autre truc aussi con que Beekeeper, j'ai hâte, ça va être hilarant et tout. Malheureusement non. Au début du film, tu penses qu'il va faire à la gimmick de je bute des tas de gens en utilisant que des trucs d'ouvriers, genre des pioches, des pelles ou d'autres outils qui servent à faire des chantiers, genre que ce soit la première scène d'action où c'est exactement ce qui se passe, ou même le générique où ils te font une espèce de générique à la Call of Duty avec des tas de militaires qui font des trucs, mais mélangés avec des outils de chantier, là. Genre t'as une scène hilarante où tu vois une bétonnière en train de tourner, et en tournant elle se transforme en grenade, mais c'est trop drôle comme image, quoi. Et là j'étais genre yes, c'est ce que je voulais voir, mais malheureusement c'est pas du tout ce qui se passe, parce que pour le reste du film ça se prend plutôt premier degré. Il y a toujours des trucs qui sont ridicules, notamment sur les dialogues où t'as un jeune mafieux russe, il doit être plus jeune que moi, qui essaye d'intimider Jason Statham, qui est en te disant de façon ultra dramatique, là tu parles à la petite patate, c'est moi la grande patate. Genre t'espérais être badass avec cette phrase-là, mais le reste du film, voilà, c'est juste du Jason Statham classique, sans vraiment l'idée complètement conne à la Beekeeper ou à la scène d'ouverture, où il se contente de tuer petit à petit des gangsters pour essayer de retrouver une gamine qui s'est fait kidnapper par un réseau de trafic d'êtres humains, que Jason Statham va sauver parce que c'est la fille du patron à qui il doit tout, parce qu'il lui a donné du travail. Et surtout, en voyant le scénario, en voyant le fait qu'il y a tout un cartel mexicain, russe, machin truc, de tous les pays sauf américains, ironiquement, qui ont ce réseau de trafic d'êtres humains qui kidnappe une fille que le héros essaye de sauver, et c'est là que tu te rappelles, c'est écrit par Sylvester Stallone, ce film de merde. Ce connard, il nous a refait Rambo 5. Et ouais, c'est Rambo 5. En moins mauvais goût, hein, voilà, parce que la gamine, elle essaye de se débrouiller un petit peu, elle le fait pas dans le misérabilisme, elle meurt pas dans cette version-là, et t'as pas des scènes de gore grotesques, t'as des scènes de violence par-ci par-là, bien sûr, mais voilà, c'est pas au niveau de la scène ridicule où Rambo arrache le cœur d'un mec, et c'est un petit peu moins chiant, parce que voilà, il y a un peu plus d'idées rigolotes, et surtout, voilà, Working Man, il y a pas un personnage préexistant qui est gâché par cette énième itération, donc il y
y a au moins ça. Il essaye un petit peu de donner de la personnalité aux différents gangsters qu'il donne, mais c'est souvent stéréotypé, genre le mec russe joué par un Britannique qui adore frapper sa femme pour dire bonjour, ou des trucs comme ça, là. Ou encore, ce truc très bizarre, où t'as ce gang de motards qui qui ont leur propre club, et tu vois leur salle VIP, là, où ils sont tous réunis, et le mec, il a littéralement un trône à la Game of Thrones, fait de moteurs de moto, avec des tas de trucs gothiques par-ci par-là, et t'es genre, what the fuck, mais ça colle même pas avec le reste du film. Et le reste, voilà, c'est juste film d'action basique, ultra chiant à la Jason Statham. C'est vraiment très décevant. Beekeeper était beaucoup plus drôle au moins en comparaison. To be or not to be, voilà, au moins il y avait des conneries comme ça, quoi. Tandis que là, t'as quoi? Small potatoes, big potatoes. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à être excité pour un film de David Ayer, il a quand même réussi à me décevoir, quoi. C'est déjà le fond du panier d'être excité pour un film de David Ayer. Numéro 7, la dernière daube de Paul W.S. Anderson, In the Lost Land. Film qui s'est beaucoup vendu sur le fait que c'était une adaptation d'un livre de George R. Martin. Alors en fait, c'est une nouvelle, c'est une petite histoire dans un recueil d'histoires que George R. Martin avait en effet écrit, mais... Ok, j'ai pas lu le bouquin, mais je sais pas s'il y en a qui ont lu le bouquin, parce que ça a l'air d'être très obscur comme recueil et tout, et je crois qu'il est même pas distribué en France, donc il doit même pas y avoir de version française. Mais si jamais il y a quelqu'un qui a lu cette nouvelle ou qui sait ce que raconte cette nouvelle, j'ai une petite théorie, est-ce que vous pouvez me confirmer dans les commentaires? Est-ce que toute la partie politique avec la reine qui parle à propos de la montée de ce groupe religieux qui essaye de conquérir son royaume pendant que le scénario de Mila Jovovich et Dave Bautista se passe, c'est un rajout du film? Parce que je le sens que c'est un rajout du film, que c'est un truc qui arrive pas du tout dans le bouquin, qui a l'air d'avoir un format où justement la partie simple de la simple chasse à l'homme de cette sorcière et de ce cow-boy qui essaye de retrouver une espèce de loup-garou ou je ne sais quoi là, ça suffisait pour la nouvelle, et que la partie politique, c'est les mecs qui ont rajouté ça dans le film pour surfer sur le fait que oh regarde, on fait du Game of Thrones. Sauf que ouais, non, ça marche pas du tout, parce que les deux histoires se mêlent pas vraiment, quoi, tu vois, genre c'est limite du remplissage de toute l'histoire avec les religieux qui essayent leur coup d'état et qui échouent. Et ouais, tu vois, j'ai pas beaucoup d'attentes de la part de Paul W.S. Anderson, mais putain, j'espérais qu'au moins qu'il aurait des décors, quoi. Tout le film est en fond vert. Les personnages sont super mal incrustés, l'image de synthèse est dégueulasse, donc forcément les décors ils sont ultra fake. La chimie entre Dave Bautista et Mila Jovovich, voilà, Dave Bautista qui est un super acteur, qui est capable d'avoir de très bonnes alchimies avec tous les acteurs avec qui il joue, quoi, mais là vraiment il y arrive pas, quoi, il galère tant il y a rien dans son personnage, et que Mila Jovovich, voilà, elle est antipathique dans ce film. Le twist, quand il arrive, t'es genre... Les scènes d'action sont pas particulièrement intéressantes, elles sont même très mal montées. C'est même pas une esthétique un petit peu intéressante, ce que Paul W.S. Anderson essayait toujours d'avoir, même si ça finissait toujours ultra fake. Et puis on se fait chier, quoi, on se fait chier dans ce film de merde. L'univers il est pas intéressant, il est même stéréotypé, j'ai des flashbacks de Mutant Chronicle, là, cette espèce de direct en vidéo qui est sorti dans les années 2000, là. Sauf que je crois que ce Mutant Chronicle il était un peu plus honnête, au moins, là. Et ce film il est sorti en salle. Il mérite même pas Netflix, ce truc-là. Non, ouais, vraiment, non, c'est de pire en pire, les films de Paul W.S. Anderson. Hein. C'était déjà pire à l'époque des Resident Evil, mais là, ça dégringole, là. Numéro 6, God Save the Touch. Ce qui est intéressant, parce que j'ai souvent été un apologiste, finalement, des films Tuche, quoi. Le premier film Tuche que j'ai vu, c'était le 3, qui était une agréable bonne surprise. J'ai regardé les deux précédents pour voir si c'était au niveau. Pas trop, hein. Le premier, il est pas incroyable, et le deuxième, c'est un gros épisode des Simpsons, qui peut être sympathique, mais voilà. Mais le 3, il y avait vraiment cet aspect satire sociale sur le fait que, d'accord, ces gens-là, c'est une famille de bouseux, mais finalement, ils se révèlent plus honnêtes et mieux pour diriger un pays que les gros bourgeois de la classe politique. Et même le 4, il était plutôt mignon avec son histoire de Noël, où des artisans combattent une grosse corporation et tout. Voilà, il y avait des trucs un petit peu attachants qui montraient que le but de ces films, c'était pas vraiment de se moquer des Tuches, c'était plutôt de les montrer attachants et de finalement utiliser leur simplicité pour moquer le monde autour d'eux. C'est vraiment là que l'humour des Tuches marche vraiment, quoi, finalement. Surtout dans le 3 et le 4. Dans celui-là, flandérisation. Ouais, voilà, là, maintenant, les personnages sont juste cons et on est juste censé rire de leurs conneries. Notamment le personnage de Jean-Paul Rouve, qui est très décevant parce que le personnage de
Jean-Paul Rouve, il avait pas l'air d'être quelqu'un de méchant, il avait l'air quelqu'un qui comprenait absolument rien, mais qui avait toujours le cœur au bon endroit, quoi, tu vois, qui essayait vraiment de prioriser sa famille. Là, il a une histoire à la con où il est jaloux que sa femme fantasme sur le prince d'Angleterre ou une connerie comme ça, là, il fout la merde juste parce qu'il a un ego de merde, et ça y est, il est devenu Homer Simpson, quoi. Voilà, il a fini comme Homer Simpson, c'était un personnage touchant au début, et après c'est devenu tellement un générateur de blagues qu'il devient un personnage détestable, quoi. Ça et le fait que, encore une fois, ces putains de réalisateurs français continuent à faire des films qui se passent en Angleterre et ne pas faire venir des acteurs britanniques, mais des acteurs français qui font le faux accent britannique. Et c'est juste con, quoi. Je veux dire, c'est juste à côté, la Grande-Bretagne, profitez-en. Vous embêtez même pas à faire venir de grands acteurs britanniques à la Hugh Grant ou des trucs comme ça, non? Faites même venir des acteurs de séries télé comme Doctor Who ou Red Dwarf, je sais pas, moi. Profitez un petit peu du fait que vous êtes en Grande-Bretagne, faites des trucs avec des Britanniques, quoi, merde. Et ouais, du coup, l'humour est pas ouf. Je suppose que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est leur parodie d'Elton John, parce qu'ils ont un running gag un peu chiant où Jean-Paul Rouve pète la gueule par accident à la reine qui est jouée par Élise Larnicole, voilà, histoire de réunir un petit peu tout le monde des Robin des Bois. Et chaque fois que ça arrive, t'as une parodie de Elton John, voilà, on veut pas le vrai Elton John, mais un mec clairement maquillé en Elton John, et qui fait une petite chanson pour rendre hommage à la reine, et il finit toujours sur la phrase It's very, very, very short, et la chanson s'arrête là. Ok, ça me fait rire. Ouais. Je sais pas si je l'aurais mis 2 fois dans le film, mais au moins celle-là, c'est un petit peu rigolote. Et comme les précédents épisodes des Tuches, ils savent pas quoi faire avec le petit dernier, là, le poussin, là. Dans le 3, il avait déjà le pire scénario où, voilà, il en a marre de sa famille de merde, mais tous ses problèmes se règlent en se dépucelant. Voilà, pas ouf comme scénario. Mais là, maintenant, son scénario, c'est qu'il veut être militant écologiste, mais dans son voyage en Grande-Bretagne, il tombe amoureux d'une nana liée à l'entreprise du pétrole ou un truc comme ça, et qui se dit, ouais, allez, fuck it, je vais polluer la planète juste pour baiser, et je suis genre va te faire foutre, film. C'est particulièrement décevant de la part de Jean-Paul Rouve, voilà pourquoi il a pris toutes ses décisions artistiques et tout. On pourrait croire qu'après toutes ces années, il aurait compris la beauté secrète de ce personnage, mais absolument pas. Donc ouais, ceux qui détestent les Tuches sans avoir vu un seul film Tuche, je vous le dis, le vrai film Tuche que vous imaginez dans votre tête, c'est celui-là. Hein. Les autres, ils sont un peu plus intéressants, surtout le 3 et le 4, mais celui-là, non, vous pouvez vous en passer, là. Et je parle même pas aussi de la blague nulle où t'as la fille superficielle qui balance des frites maison à son gosse qui est dans un club qui a un régime très strict, elle balance ça au clair de lune, et quand ça passe devant le clair de lune, le sachet de frites, le sachet se transforme en E.T. sur son vélo qui fait frites maison. Vraiment, on en est à ce niveau de comédie. Même de la part des Tuches, j'attendais mieux en fait. Numéro 5... Minecraft. Je sais que ce film est populaire et que beaucoup de gens se sont amusés à voir ce film de merde juste par rapport au même et à l'énergie électrique de Jack Black, mais je soupirais devant ce film, vraiment quoi. Genre tu vois, je suis pas spécialement fan de Minecraft, c'est encore une licence où je suis assez apathique en termes de jeux vidéo modernes là, mais de ce que j'ai vu, il y avait quand même un potentiel plus intéressant de faire un film Minecraft que ce qu'ils ont fait là, tu vois. Genre, de ce que j'ai vu avec Minecraft, tu pouvais faire un petit peu l'équivalent du film Lego, tu pouvais en faire un film d'animation avec un style esthétique bien particulier et expressif, et qui profiterait vraiment du lore mis en place dans les jeux vidéo, quoi. Genre un petit peu comme avaient fait les jeux Telltale Games sur Minecraft. Mais non, ils ont voulu faire un live action. Je sais pas, ils sont encore persuadés que c'est une bonne idée de foutre des acteurs live action dans des adaptations de jeux vidéo qui ont rien à foutre à être en live action. On répète encore une fois la même connerie que Sonic, et d'ailleurs, comme avec Sonic, ça fait que les créatures en synthèse sont dégueulasses parce qu'on essaye d'apporter une texture un petit peu réaliste. Les acteurs sont clairement en automatique, particulièrement Jason Momoa qui en a rien à foutre de ce qu'il fait dans ce film, et pourtant il a fait des films avec encore plus de fond vert et encore plus de trucs fake. Les enjeux sont tellement zéro que quand ils essayent de te faire croire que Jason Momoa est genre, t'es genre, oui, sûr, ouais, je te crois. Je veux dire, bordel de merde, vous gâchez même le talent de Danielle Brooks, quoi. Danielle Brooks, qui est une très bonne actrice, elle a prouvé tout ce qu'elle sait faire dans la série Peacemaker, et elle est juste là pour être Madame Noire caractérielle qui commente avec des phrases un petit peu sassy ce qui se passe. Les scènes d'action sont pas particulièrement intéressantes, faut dire, ouais, voilà, déjà que c'est un handicap de faire des scènes d'action avec Minecraft, mais Minecraft avec des acteurs live action, bonne chance, quoi. Le sous-scénario du machin avec le nez qui pend, qui se retrouve dans le monde réel et qui a une romance avec l'autre blonde, là, pas
pas drôle du tout, et vraiment tu te demandes pourquoi personne n'est choqué de voir une créature en image de synthèse dans un restaurant. Il y a rien dans ce film, il y a vraiment rien quoi. Il y a peut-être un truc sur le fait que le personnage de Jason Momoa doit arrêter de vivre dans sa nostalgie, ou une connerie comme ça, que Jack Black doit arrêter de vivre à l'écart du monde et doit vraiment vivre dans le vrai monde, mais genre, vu que le monde de Minecraft est réel dans ce monde-là, est-ce que c'est pas un petit peu complètement con de dire ça? Ouais, il refuse de vivre dans le vrai monde, mais finalement les deux mondes sont vrais dans cette réalité-là, donc qu'est-ce que ça change quoi? Ça marche peut-être d'un point de vue méta, mais ça s'arrête à ça quoi, et puis... voilà quoi, me fais pas ce genre de morale quand tu nous offres un film Minecraft, connard. Et le fait que ce film ait un méga succès, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Surtout avec Warner qui a toujours un patron de merde et qui va avoir un autre patron encore plus merdique, là, ouais, personne va apprendre les bonnes leçons, là, avec ce film-là. Non seulement ce film est pas ouf et saoulant, mais en plus ça risque d'avoir une très mauvaise influence sur le reste de l'industrie pour les prochaines années. J'ai très peur du post-Minecraft, vraiment. Numéro 4, alors... certains vont dire que je triche un petit peu parce que certains débattent sur le fait que c'est pas vraiment un film, et en ce qui me concerne, c'est un film, il est vendu comme un film, d'accord, que c'est par les producteurs d'une série télé et que c'est direct Paramount+, mais je m'en fous, je me le considère comme un film. Star Trek Section 31. À tous les connards qui se plaignent que Star Trek est devenu woke ces dernières années, asseyez-vous là-dessus et faites l'hélicoptère. Non, au contraire, c'est beaucoup moins woke que dans les années 60 maintenant. C'est pas parce qu'ils ont mis plus de femmes, plus de personnes de couleur et plus de gays que c'est plus woke. Preuve en est ce film de merde qui est littéralement un film pro-CIA. La Section 31, pour ceux qui connaissent pas la licence Star Trek, dans Deep Space Nine, eh ben c'était un groupuscule lié à la Fédération, donc techniquement du côté des gentils, mais utilisant des méthodes moralement condamnables. Donc ça devenait des antagonistes même s'ils étaient dans leur camp politique, quoi. Et j'insiste là-dessus, la série insistait bien sur le fait que la Section 31, c'est une mauvaise idée. On a beaucoup tapé sur les films de J.J. Abrams sur Star Trek, mais même Star Trek Into Darkness a compris que la Section 31, ça doit être des connards, ça doit être les méchants, les vrais antagonistes, pire que Khan lui-même. Parce que non seulement ils font des choses pas bien, mais en plus ils déforment les idéaux de Starfleet, de cette utopie qui a été mise en place dans toute la licence. Que Starfleet ne doit pas être une agence militaire au service d'un gouvernement, mais des humanitaires qui font l'exploration pour améliorer la société. Pas la rendre encore plus invivable avec des lois, des commandos et des trucs comme ça. Donc faire un film qui glorifie la Section 31, bah c'est l'antithèse de Star Trek, et c'est pas du wokisme, c'est même de l'anti-wokisme pour le coup. Le gouvernement a forcément raison, les autres connards qui essayent de détruire ce système ont tort. Va te faire foutre. Et ça me fait chier en plus parce que c'est l'une des rares production hollywoodienne à avoir donné un rôle principal à Michelle Yeoh post Everything Everywhere at Once. Genre, il y a que ce film de merde qu'il a compris, et c'est pour lui faire rejouer un personnage qui était pas très intéressant dans Discovery. Peut-être quand elle était encore le capitaine gentil qu'on voyait dans les 2 premiers épisodes de Discovery, mais maintenant que c'est la meuf de la dimension miroir qui était la maîtresse de la galaxie, là, ouais, non, ce personnage-là, il est pas très intéressant finalement. Et elle forme la Suicide Squad. Ouais, voilà, c'est l'équivalent du Suicide Squad de David Ayer pour Star Trek. C'est nul à chier à ce point. Donc déjà, moralement et en termes de respect des morales de Star Trek, c'est nul à chier, mais l'exécution est catastrophique. Déjà, la mise en scène de la série, elle était limitée, mais elle arrivait quand même à avoir de belles images par-ci par-là. Ce film-là, il est dégueulasse, quoi. Les scènes d'action sont ultra mal découpées et ultra mal mises en scène. L'équipe mise en place, ils sont chiants, quoi. Ils essayent de leur donner de la personnalité avec des idées rigolotes, genre, l'un d'entre eux, c'est une espèce de micro-organisme qui a pris le contrôle du corps d'un autre être vivant, et on est censé trouver ça rigolo, alors que non, c'est juste quelqu'un qui a perdu son libre arbitre, là, qui se fait posséder par une autre créature. C'est horrible ce qui se passe là. On a un androïde qui fait un petit peu Borg sur les bords, mais il fait vraiment plus kitsch qu'autre chose, et ça tranche complètement avec le reste de l'esthétique de ce film de merde. Et on a, de ce que j'ai compris, un ancien soldat de Khan ou un truc comme ça, qui est parmi eux parce que... Et quand il n'y a pas des scènes d'action tellement dégueulasses que t'as mal aux yeux en regardant, tu as des scènes de confrontation verbale qui sont nulles à chier parce qu'il n'y a aucun personnage réellement attachant et réellement rigolo. Non, vraiment, je le dis tout de suite, c'est le pire film Star Trek. Non, sans déconner, c'est pire que le premier Star Trek, ou Star Trek 5, ou Star Trek Insurrection. Parce que eux, au moins, ils me faisaient pas mal aux yeux, ces films-là, quoi, tu vois. Au moins, ils essayaient de respecter un petit peu la morale de base de Star Trek, c'est juste qu'ils étaient nuls à différents niveaux là-dessus. Et je vais même le dire, je me fais plus chier que devant Star Trek le film. C'est dire, quoi, parce que c'est le film réputé pour être ultra chiant, quoi. Donc ouais, Star Trek n'est pas devenu woke, on a l'exact inverse comme problème. Ils sont devenus réac et pro-militaires, c'est devenu de droite, au contraire. Et le fait que des cons appellent cette daube woke,
Ça m'énerve, ça m'énerve, j'en ai marre de ces débats-là. Numéro 3, en parlant de films que des crétins ont appelé woke alors que pas du tout, Toute pour une. Film que j'espère que vous avez jamais entendu parler parce que les seules personnes qui ont réellement parlé de ce film, c'est des connards d'extrême droite qui essayent de faire croire que la gauche woke féministe domine le cinéma français alors que... Pas du tout, ce film prouve même que c'est pas du tout des féministes qui dirigent le cinéma français en fait. Oh mais ils ont changé le sexe des Trois Mousquetaires. Les gars, on ressort tout juste d'une adaptation un peu plus fidèle des Trois Mousquetaires qui est sortie il y a même pas 2 ans, qui était nulle d'ailleurs hein. Et c'est même pas la première fois qu'on fait une version féminine des Trois Mousquetaires. On a eu Barbie et les Trois Mousquetaires, bordel de merde. Non et puis ce film, non je suis désolé, il est pas du tout féministe. Tu vois, le concept de base, je me dis pourquoi pas, ça peut être un petit peu rigolo de jouer un petit peu avec l'histoire. Après tout, Alexandre Dumas il se vantait de faire n'importe quoi avec les faits historique du moment qu'il faisait un bouquin amusant quoi tu vois. Sauf que c'est même pas amusant, c'est même pas une bonne histoire d'aventure, il y a même pas une sensation d'aventure parce que les combats voilà ils sont pas très chorégraphiés, ils sont pas du tout impressionnants, il y a même pas vraiment de grands décors, tu sens qu'il y a zéro budget pour les décors, genre qu'ils ont tout fait dans la cambrousse et dans les lieux d'époque qui sont toujours là, mais il y a pas de scène dans une ville de l'époque avec des tas de figurants et tout, non, il y a au mieux on a un bordel avec des figurants et ça s'arrête là. Et encore, c'est éclairé de façon à planquer qu'il n'y a pas de budget derrière. Mais surtout, ce film, il est dégueulasse, quoi. Genre, dans cette version-là, d'accord, les mousquetaires sont des femmes, mais ils se travestissent, voilà, ils se mettent des fausses barbes, ils se mettent des fausses moustaches, et ils se compressent les seins et tout. Et elles portent des fausses bites. Voilà, et le film insiste énormément sur le fait que voilà, comment elles se mettent ce truc, comment elles s'amusent avec ça, et comment elles font pipi avec ça aussi, et c'est juste... J'ai pas envie de voir ça, c'est dégueulasse. C'est pas drôle, c'est pas amusant. Non et puis non, je suis désolé, votre film il est pas du tout féministe quand nos héroïnes agressent sexuellement des mecs. Et les tuent de sang-froid après. Ouais non, les féministes sont anti-viol, peu importe dans quel sens, hein. Mais là où le film se casse complètement la gueule par rapport à ces soi-disant thématiques féministes, c'est par rapport au scénario avec la reine, tu vois, parce que l'enjeu principal, c'est voilà, les mousquetaires, ils essayent de retrouver la reine qui s'est enfuie, voilà, et qui s'est réfugiée dans un bordel, parce qu'elle a pas supporté comment elle a été retirée de son pays et forcée à devenir une française modèle alors qu'elle est espagnole, pour devenir la nouvelle reine. Et là, t'es genre, bah ok, si le film était féministe, les mousquetaires aideraient cette reine à s'enfuir et à retrouver sa vie d'avant et pouvoir vivre sa vie normale. Non, il la force à retourner auprès du roi. La meuf, elle a même une romance qui se développe avec la version féminine de D'Artagnan, là. Donc, ok, voilà, tu commences à avoir une relation gay, mais non, faut absolument pas que ça arrive. Non, pour ton bien et pour le bien de toutes les femmes de France, tu dois absolument retourner auprès du roi, accepter d'avoir une vie sexuelle avec lui et te contenter de la belle vie que t'as parce que t'es plus heureuse comme ça. Non, pas du tout! C'est pas parce qu'elle avait des privilèges qu'elle avait une meilleure vie que ceux qui sont en bas. Si ton film de merde était féministe, t'aurais justement mis en avant le fait que même la reine, elle est forcée à être enfermée dans une case bien prédéfinie pour les femmes et qui est étouffante, quoi. Et t'aurais justement encouragé à ce que la reine, elle finisse par s'enfuir avec l'équivalent féminin de D'Artagnan, quoi. Mais non, c'est pas du tout ce qu'elle passe, elle renonce à cette romance lesbienne pour se contenter de coucher avec le roi, quoi. Et comme en plus, les mousquetaires, là, elles se font choper par les hommes du cardinal, et du coup, leur secret est révélé, et maintenant, elles deviennent fugitives, elles peuvent plus se faire passer pour mousquetaires, bah du coup, elles ont un combat final dans le donjon, toutes les 4. Elles se réfugient tout en haut du truc et décident de faire une Thelma et Louise. Genre, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais vous êtes pas digne de citer un film de Ridley Scott, les gens, là. Genre, Thelma et Louise, ouais, il y avait un sentiment de liberté au point que certains adorent imaginer qu'elles ont survécu après ce saut, là. Et là, ça donne surtout l'impression que, ouais, le seul espoir des femmes dans ce monde-là, c'est de renoncer au lesbianisme et de se laisser crever, ou de vivre en tant que reine, quoi. Mais genre, va te faire foutre! Et ouais, du coup, en plus, ton film devient Bury Your Gays vu qu'elle meurt, là. Donc ouais, voilà, c'est pas filmé de façon particulièrement intéressante, les personnages sont particulièrement antipathiques, même si on essaye de montrer à quel point, oh, c'est des girl boss et tout. Non, encore une fois, on voit les limites du cliché du girl boss en termes de féminisme. Et ceux qui se plaignent que le film, il est trop woke, il est au contraire trop conformiste, quoi, finalement. Donc ouais, le film est nul à chier, mais c'est pas pour autant que l'extrême droite qui casse dessus a raison, parce que leurs arguments, c'est pas du tout ça. De toute façon, disons-le, les gens d'extrême droite qui se plaignent de ce film-là, ils ont même pas fait l'effort de regarder le film. Moi, j'ai fait l'effort et j'ai vu en quoi il est réellement mauvais, au moins. En numéro 2, nous avons le film que je déteste le plus de l'année, I Love Pérou. Une sorte de documentaire vrai ou faux sur Raphaël Quenard. Acteur que vous avez probablement découvert, comme moi, avec le film Yannick de Quentin Dupieux. Tu vois ce personnage et tu dis, ouais, ok, il a un physique un petit peu atypique et il est très chiant quand il parle, mais au moins ça fait partie de son personnage et c'est un petit peu amusant la situation qu'il crée avec ce personnage qui a clairement des soucis, qui essaye de se venger sur cette pièce de théâtre et tout. Mais finalement, je commence à regretter que ce film ait vraiment mis en avant cet acteur-là parce que maintenant on le laisse parler en interview.
Et putain, quel imbécile ce mec-là. Et maintenant, il y a un film entièrement consacré à lui et tous les blablas qui lui passent dans la tête et... c'est fatigant. Le film fait qu'1 heure, t'as l'impression qu'il en fait 10 ans. Ce mec, il est vraiment comme ça dans la vraie vie et ça fait peur. Autant quand c'est un personnage fictif, ça va, c'est un petit peu rigolo, mais quand c'est une vraie personne, au secours, quoi, c'est insupportable. C'est typiquement le genre de personne qui... Il y a une phrase de Glass Onion qui résume parfaitement le problème de ce mec-là, et il confond spontanéité et vérité. Il pense que parce qu'il dit tout ce qui lui passe dans la tête, même les trucs qui n'ont pas de sens, ça veut dire qu'il est sage et qu'il dit quelque chose de vrai, mais non, non mec, t'es juste un mec qui réfléchit pas à ce qu'il dit, qui sait pas tout, et qui pense que parce qu'il est célèbre, il a forcément raison parce qu'il est célèbre, quoi. Et il y a clairement une partie fictive dans ce documentaire, hein, parce que tout le truc du Condor joué par José Garcia, qui lui révèle la morale de fin à la toute fin du film, ouais, pauvre, quoi, voilà. Le contrat réalité-fictif, il est pas très clair, ce qui est un petit peu normal pour ce genre de documentaire, voilà, qui essaye de mélanger un petit peu le faux et le vrai. Mais c'est vrai que certaines scènes, t'es pas sûr de ce qui se passe vraiment. Quand il discute avec des célébrités, que ce soit Benoît Poelvoorde, Eric Judor, Marina Foïs, ou Michel Hazanavicius, d'autres acteurs et réalisateurs connus dans le genre, quoi. Tu sais pas, est-ce que ils ont préparé le truc en se disant, ok, je vais être un peu relou avec toi, et une réponse qui montre que t'aimes pas que je sois avec toi, évite de rire. Ou est-ce que c'est sincère, qu'il a vraiment fait le troll comme ça, sans prévenir, et que du coup c'est les réactions sincères de son entourage. Parce que si c'est fabriqué, que c'est avec un accord entre les différents intervenants, bah du coup, bah c'est pas drôle. Mais si c'est sincère et que les acteurs ont pas du tout été préparés et qu'ils réagissent réellement comme ça à ce qu'il dit, ah bah putain, ce Raphaël Quenard, il est vraiment insupportable, quoi. Genre la scène où il raconte une blague à Benoît Poelvoorde, un truc du genre, c'est quoi une abeille qui va butiner du miel ou un truc comme ça. Il est genre un petit peu gêné parce qu'il sait pas c'est qui cet abruti, il est genre non je sais pas quoi, et il dit bah c'est une salope, et là Benoît Poelvoorde il est genre on y va. C'est peut-être le moment le plus drôle dans ce genre de scène, mais le reste vraiment c'est... Ah si le coup de Michel Hazanavicius où il commence à lui proposer un rôle d'un truc super dark où voilà, il joue un pecno qui a violé sa fille, qui a toute une aventure où il découvre que c'est mal de violer sa fille, et que quand il revient auprès de sa fille il finit par la revioler et tout, et Raphaël Quenard il est genre ah ouais il a l'air très intéressant et tout ce scénario, je veux bien participer, et Michel Hazanavicius est genre mec, je me fous de ta gueule, mais t'es vraiment débile à ce point en fait. Évidemment que je vais pas faire ce film, c'est horrible quoi. Mais c'est tout, c'est peut-être les seuls moments que j'ai un petit peu rigolé parce que le reste, ça se repose beaucoup sur lui. Voilà, surtout que il y a la seconde moitié du film où il part en voyage avec son otage, disons-le, parce que c'est son pote qui est fasciné par à quel point ce mec il est bizarre. Du coup, il le filme tout le temps, même quand il est aux toilettes, même quand il montre son trou de balle à des réalisateurs. Et donc déjà, il nous montre des détails qu'on n'a pas envie de voir de la vie de ce mec. Et dans la deuxième moitié du film, il décide de partir au Pérou et de l'embarquer avec lui alors qu'ils se sont pas parlé depuis des mois. Genre il avait tout le truc de le succès au cinéma français, ça lui est monté à la tête, il a perdu ses anciens contacts quoi, mais finalement il le recontacte lui parce qu'il a mal pris la rupture qu'il a avec lui, et il a fait un rêve bizarre où il s'imagine à la place d'un condor en train de voler, et du coup il décide d'aller au Pérou pour tuer un condor. Moi honnêtement, mon meilleur pote, s'il me réveille à 3h du mat pour me dire vite, faut qu'on parte à l'aéroport dans 1 heure pour partir au Pérou, je serais genre bonne chance avec ça, va te faire foutre, je viens pas. Même si c'est mon meilleur ami, voilà, parce que c'est beaucoup demandé. Alors un ami qui m'a pas parlé pendant 6 mois et qui était tout le temps désagréable avec moi, encore moins quoi. Et vraiment quand je dis que le mec, il se croit drôle à balancer tout ce qui lui passe à travers la tête, ça devient vraiment problématique. Genre vraiment, le mec il se plaint que oh là là je suis seul parce que les gens me comprennent pas, mais en même temps mec tu te retrouves dans des situations où t'as une madame professionnelle qui te propose de participer à un festival du cinéma français au Pérou, voilà, qui te parle très professionnellement et tout, qui te dit que ouais voilà bah, on va visiter des lycéens, des trucs comme ça, et toi tu crois que c'est le bon moment de dire ah cool, je vais pouvoir leur montrer ma bite. Vraiment c'est même pas drôle quoi, tu regardes ça et t'es genre pourquoi t'as dit ça? Surtout si c'est vraiment arrivé, si c'est pas un scénario manufacturé, quoi, qu'il a vraiment eu ce coup de fil pour de vrai, et qu'il a vraiment répondu ça, t'es genre, mais pourquoi t'as dit ça, imbécile? Non mais je dis par rapport aux jeunes, hein, parce que vous savez, il y a une rumeur comme quoi je suis pédo, mais ferme ta gueule! Vraiment, mais qu'il s'arrête, tu m'étonnes que personne veut être pote avec toi si tu dis ce genre de truc, quoi! Et le pire, c'est que le film essaye de se faire genre, oh regarde ce pauvre gars, là, qui est tout malheureux, qui est tout triste, parce que il est pas aimé comme il voudrait être aimé et tout,
bah qu'il a qu'à fermer sa gueule. T'as juste à savoir quand il faut pas parler de ta bite à des inconnus, quoi. Je m'excuse, mais c'est pas la faute des gens qui sont trop méchants avec lui, c'est lui qui est en faute et parce qu'il est débile. Donc voilà, je suis censé être fasciné et être attaché par ce personnage incroyablement antipathique, non merci, quoi. Surtout si c'est un portrait honnête de comment il est dans la vraie vie, bah non merci, quoi. Et il y a quand même aussi, pas vraiment une déception, parce que voilà, on m'avait beaucoup vendu le fait que le film serait raciste et sexiste, et le truc le plus raciste, c'est un dialogue débile qu'il fait sur le fait que les mecs qui vivent que les Péruviens n'ont pas de cou, ce qui est... Voilà, tu peux te dire que c'est juste lui qui est débile, et regardez comme il est débile de dire un truc aussi raciste, quoi. C'est pas foncièrement raciste, que c'est pas vraiment le film qui approuve ce qu'il dit, quoi, tu vois. Et même là-dessus, voilà, j'ai pas eu l'avalanche de mauvais goût, quoi. J'ai juste eu un portrait égocentrique sur une personne pas du tout intéressante et détestable as fuck. Non, ouais, nul à chier ce film-là. Même s'il fait qu'une seule heure, je vous conseille pas du tout parce que c'est juste chiant, quoi. Et enfin, le numéro 1, que j'ai mis en numéro 1, pas parce que c'est le film que je déteste le plus, mais parce que c'est probablement le film le plus incompétent de l'année. Je pense que vous avez deviné de quel film il s'agit. La guerre des mondes avec Ice Cube. Voilà, comme je disais, c'est pas du tout un film que je déteste. Je vais même dire, c'est un film que j'adore revoir parce que ce film est hilarant, quoi. Attends, il est nul à chier. Et c'est pas comme avec Atoman, tu vois, parce que Atoman, ok, il est incompétent, mais tu sais pourquoi il est incompétent, parce que c'est des gens qui n'ont pas vraiment touché à une caméra, voilà, c'est des gens de la musique, voilà, c'est pour ça que la meilleure partie de ce film-là, c'était la musique. Mais comme c'était un petit peu leur première fois dans la réalisation d'un film, tu comprends pourquoi c'est incompétent. Là, tu comprends pas du tout. C'est une production Amazon, pas un producteur qui a beaucoup de moyens et qui a réussi à financer des films très intéressants, comme Searching, Missing, Unfriended. Numéro 9, c'est le même producteur que numéro putain de 9, quoi. Le réalisateur, pareil, il est pas incompétent du tout, quoi. Il a réalisé la bande-annonce live-action de Resident Evil 9 Requiem, là. Et de ce que j'ai vu, les gens, ils étaient genre, waouh, c'est super bien fait, j'arrive pas à croire que c'est le même réalisateur. Et même avant ça, c'est un spécialiste des effets spéciaux qui a pas bossé sur des films de merde, en plus. Il a bossé sur Minority Report, sur Pirates des Caraïbes. C'est pas un nul, en plus, en termes d'effets spéciaux. Même les acteurs, quoi. Ice Cube, voilà, c'est pas vraiment le meilleur des acteurs, mais les autres acteurs, ils font le café, habituellement. Il y a une phrase dans Star Trek Nouvelle Génération qui résume parfaitement le problème de ce film. Vous êtes incapable de ce niveau d'incompétence. Vous êtes trop des professionnels avec un CV solide pour faire un truc aussi nul, les gars. Ce qui rend le truc encore plus hilarant parce que tu te dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse un truc aussi nul. Le jeu d'acteur nul à chier et tout de Ice Cube qui montre encore une fois que c'était une très mauvaise idée de faire un film Screen Life à la Searching sur un acteur au talent limité comme Ice Cube. La réécriture débile de la guerre des mondes qui devient un immense placement de produit pour Amazon Prime, là. Le fait que littéralement le monde est sauvé parce qu'à un moment ils ont donné des bons d'achat Amazon à un clodo. Comment le pauvre gars il va utiliser ses bons d'achat, quoi, il est clodo. L'enchaînement de dialogues plus cultes les uns que les autres juste parce que Ice Cube joue mal. Genre c'est tellement mauvais que c'est un de ces films qui techniquement est meilleur en VF parce que la voix française de Ice Cube joue mieux que Ice Cube lui-même. C'est un petit peu normal parce que forcément l'acteur qui fait sa voix en français c'est un acteur professionnel. Mais aussi ça fait que le film il est beaucoup moins drôle en VF, voilà, donc je vous le conseille à moitié en VF. Mais là où je comprends encore moins, c'est que y a Ice Cube qui a balancé que en fait, ils ont tourné ce film durant la pandémie de Covid. Et là, je suis genre, les gars, le confinement là pour la pandémie là, c'était il y a 5 ans. Il vous a fallu 5 ans pour faire ça? Non, c'est pas possible, il s'est passé un truc, quoi. Tu vas pas me dire qu'en 5 ans, vous n'avez pas peaufiné les effets spéciaux plus que ça. Vous n'allez pas me dire qu'en 5 ans, vous n'en avez pas profité pour retourner quelques trucs en post-prod pour essayer de sauver le machin, quoi. Et c'est sans parler de le truc qui me fascine le plus sur ce qui est raté dans ce film-là, c'est l'utilisation du format Screen Life. Voilà, le genre du Screen Life, c'est un sous-genre de cinéma que je trouve très intéressant et j'ai littéralement prévu un fermé-là qui va essayer d'expliquer tout ce qui va pas dans leur utilisation de ce format-là, qui pourtant était mieux exécuté par les mêmes producteurs, quoi. Donc oui, ce film est hilarant. Et pour le coup, je vous le conseille, hein, parce que je pense pas que l'argent va servir une mauvaise cause, hein, parce que personne n'y croit vraiment à la cause derrière ce film-là, surtout avec son message ultra problématique sur la surveillance globale, là, ouais. Je pense qu'Amazon a très bien compris, les gens ils viennent pas là parce qu'ils aiment le message, ils viennent pour rigoler, quoi. Mais ouais, regardez-le, entre potes surtout, c'est hilarant, et j'espère pouvoir faire le fermer là en question
Après avoir fait quelques fermés là, parce que bien sûr j'ai le Blanche-Neige à finir, et au vu de la situation actuelle avec Warner, je vais voir ce que je peux faire par rapport au rachat de Warner par Paramount. Voilà, je garantis pas de faire un truc très intéressant, mais je vais essayer de faire un truc, surtout que voilà, ça risque de encore changer le temps que je finisse Blanche-Neige et que j'écrive celui-là, donc voilà, je vais essayer de faire un truc, mais voilà, j'ai un fermé là aussi prévu sur la guerre des mondes avec Ice Cube, et ça risque d'être intéressant vu qu'on va parler d'un certain genre du cinéma, quoi, et surtout de la façon dont ils utilisent très mal les codes de ce genre. Donc voilà, j'ai enfin terminé ce Saturday Flop, je vais pouvoir enfin retourner bosser sur les fermés là, surtout que voilà, j'ai plus que les sujets que j'ai évoqués dans ces vidéos là, j'en ai d'autres que j'espère faire après, voilà, donc j'ai un programme bien chargé là en termes de fermés là. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ces 2 vidéos jusqu'au bout et d'avoir vu les précédentes vidéos évidemment, et je vous dis à bientôt sur Fermez-la.